ma sœur a décidé de se faire refaire le nez. Je sais pas si c'est la meilleure manière de commencer cette vidéo, mais c'est pour cette raison-là que j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo. Donc pour moi, c'était important de commencer par là. Ma petite sœur, elle a 16 ans. Elle est une lycéenne, elle passe en classe de première. Et un des trucs en ce moment, c'est qu'elle pense devoir se refaire le nez. Alors vous allez me dire, c'est quoi le problème avec ça, hein? Parce que voilà, on a tous des complexes et pourquoi pas, si c'est son nez, y remédier avec la chirurgie esthétique. Mais ma petite sœur, elle est magnifique. Bon, c'est pas du tout biaisé parce que c'est ma sœur, mais ma sœur est magnifique. Elle est super mignonne, elle plaît beaucoup, elle est tout ce qu'on pourrait penser être la femme parfaite. Bon, elle est trop jeune pour être la femme parfaite, mais la jeune fille parfaite, l'ado parfaite. Elle a du charme, elle est trop mignonne. Et franchement, à moins de vraiment chercher, voir que son nez a une légère bosse qui, elle, la traumatise, faut y aller, quoi. Mais bon, bref, là n'est pas la discussion. Ma soeur est traumatisée par son nez, elle veut aller faire de la chirurgie esthétique pour enlever cette petite bosse. En fait, le problème que ça soulève aujourd'hui, c'est que les femmes veulent constamment, et je parle des femmes parce que je vais beaucoup parler des femmes et des filles dans cette vidéo-là. Ça veut pas dire que les hommes ils sont pas sujets, je veux pas discriminer vis-à-vis de ça, juste que moi je veux parler des femmes parce que c'est un sujet qui forcément m'interpelle davantage étant donné que... Voilà, je m'y connais un peu plus en matière de fonctionnement féminin. Comment une femme vit son corps féminin et comment elle a peur de son image tout simplement, et à quel point son physique l'impacte. Donc je vais beaucoup parler des femmes dans cette vidéo là, et de nouveau, ça veut pas dire que les hommes n'ont pas de soucis avec leur physique, ça veut juste dire que je ne suis pas la bonne personne pour en parler, ou du moins il faudrait que j'en parle avec plein d'autres personnes masculines avant d'en parler, et là actuellement j'ai pas fait ce travail là, donc je peux parler seulement des femmes. Je parlais de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, franchement, c'est devenu assez accessible pour pas mal d'entre nous en France notamment, et on connaît tous une personne qui soit a eu recours à de la chirurgie esthétique, soit veut y avoir recours, ou alors vous connaissez des gens en fait qui ont eu recours mais vous ne savez pas qu'ils ont eu recours parce qu'aujourd'hui c'est pas forcément quelque chose déjà qu'on crie sur tous les toits, mais en plus de ça, ça peut, quand c'est bien fait, ça se voit pas forcément, et du coup c'est pas forcément quelque chose où on est au courant que les gens y ont eu recours. Moi j'ai une amie au lycée qui l'a fait, je suis pas sûre que les gens qui la connaissent aujourd'hui sont au courant qu'elle l'a fait parce que c'était de nouveau pour son nez, et donc gros problème avec le nez, mais voilà, ça s'est fait et les gens sont pas au courant parce que tout simplement ça ne se voit pas, c'est bien le but c'est de rentrer dans la norme et donc ça ne se voit pas a posteriori. Quand ça se voit beaucoup, c'est qu'il y en a peut-être eu à excès. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a nettement moins d'hommes qui ont recours à la chirurgie esthétique que de femmes. Et là on pourrait se dire, bah oui c'est normal, c'est les femmes qui ont un problème avec leur physique. Mais la question intéressante à se poser c'est pourquoi est-ce que les femmes ont plus de problèmes avec leur physique? Et là, il y a une vraie question. Donc pour avoir une idée un peu des chiffres, en 2010, il y a 87% des femmes à qui on posait la question « Est-ce que vous aimeriez changer une partie de votre corps ?» qui répondaient oui. 87%. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 87% des femmes qui auraient voulu, en 2010, changer une partie de leur corps. Ok? Donc leur corps ne leur va pas, il faut changer quelque chose. Il faut changer pour correspondre à la norme qu'on a l'impression de connaître, à la norme quelque part qui pourrait donner cette femme parfaite. Il y a seulement 15% de la chirurgie esthétique qui est effectuée sur les hommes à cette même époque. Donc les femmes représentent une énorme part du marché. On est à 85% du marché, c'est plus de 8 personnes sur 10 qui sont des femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique. On voit bien que c'est quand même très localisé sur les femmes. Et encore, maintenant, ça commence à se répandre un peu plus au niveau des hommes, mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment beaucoup plus des femmes. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Alors, on va se poser légitimement la question, pourquoi ces femmes veulent changer leur corps? D'où ça vient en fait, cette envie d'être toujours la plus belle, la plus séduisante, la plus attrayante, quelque part? À l'époque, les femmes, donc quand je dis à l'époque, on remonte il y a quand même assez longtemps maintenant, les femmes c'était plutôt des femmes objets, elles avaient le bon côté de mettre en valeur leur mari, et plus on avait une femme qui était belle, plus on avait d'argent parce qu'on avait réussi à avoir la plus belle dame. Bon, en quelque sorte c'était un peu cette idée là, et donc plus tu étais belle, plus tu te garantissais un bel avenir, plus tu avais de chances de fonder une belle famille avec notamment
Tout simplement un bon foyer, de l'argent, de quoi faire des repas sains et bons. Non, sains, on s'en foutait complètement. Donc tu garantissais ton avenir en étant belle. Plus t'étais belle, plus tu avais la garantie de pouvoir avoir un bel avenir. Pour l'époque, ça fait sens. On comprend à peu près pourquoi le physique était si important chez la femme. Si on remonte encore plus loin, le physique était important parce qu'il était synonyme de bonne santé. Donc quelque part, c'était pas tant dans la beauté des formes, quoi qu'encore, une femme qui était voluptueuse, qui avait des belles formes, ça voulait dire qu'elle était en bonne santé, qu'elle arrivait à bien se nourrir, et à ce moment-là, elle avait plus de capacité à se reproduire, donc elle avait plus de chances de pouvoir se reproduire parce que les mâles les reconnaissaient grâce à leur forme, et donc il y avait cette idée de elle pourrait être une bonne mère pour mes enfants, elle va pouvoir beaucoup enfanter, elle va pouvoir assurer une descendance, et donc on avait envie d'une belle femme avec des belles formes. Enfin, on avait envie. Tout ça, c'était un peu en nous, mais quelque part, les femmes bien formées étaient plus attirantes. Ok, ça c'est pour l'époque. Maintenant, on a évolué. On n'est plus dans ce cas-là. Il n'y a plus de problème de sauvegarder l'humanité. On n'a plus le problème il nous faut, dans notre société, donc là en France, je parle vraiment, on a la chance de ne plus avoir ce problème-là de il faut que je sois belle pour plaire et m'assurer un avenir. C'est plus le cas, c'est plus comme ça, et Dieu merci. Mais alors pourquoi est-ce qu'on continue à vouloir être les plus belles et les plus séduisantes ? Est-ce que c'est un problème d'ego ? Aujourd'hui, on essaie toujours d'être supérieur aux autres, dans tous les domaines. C'est toujours ça, on se compare toujours aux autres. Mais si aujourd'hui on se compare encore comme ça autant aux autres, c'est parce qu'on a dans la partie inférieure de notre cerveau, donc celle qui est due plutôt à nos ancêtres, notre partie un peu primitive, animale on pourrait dire, cette sensation de vouloir encore plaire aux autres par instinct de survie. On a en fait toujours cette sensation de vouloir plaire. C'est ce que Charles Darwin appelait la compétition intrasexuelle, où vraiment c'était tout simplement dû à cette volonté de plaire à l'autre sexe pour assurer une bonne reproduction. On a donc encore cette peur d'être supplanté par une autre femme, et c'est quelque chose qui est un peu inscrit dans nos gènes, c'est la partie qu'on peut expliquer biologiquement, qu'on explique aussi donc par l'histoire avec ce qui s'est passé au Moyen-Âge, notamment avec les femmes qui se voulaient toujours plus minces, mais c'est deux tranchants, donc il faut comprendre le côté biologique et le côté historique pour comprendre qu'aujourd'hui, on a un peu ça en nous encore de se comparer aux autres et d'être dans de la compétition avec les autres femmes. Il y a une étude qui est assez intéressante pour prouver l'aspect biologique de la rivalité féminine. On fait sentir à des femmes un t-shirt d'une autre femme en période d'ovulation. Et à ce moment-là, le taux de testostérone de la femme qui sent le t-shirt va augmenter énormément au moment où elle va sentir cette odeur-là. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment génétique, c'est-à-dire que on va aller ressentir la présence de cette autre femme et ça engage cette forme de rivalité. Pour autant, cette rivalité, on peut la dépasser parce qu'on peut réussir à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et à s'opposer à cet instinct naturel. Je vais vous donner l'exemple des hommes. À l'époque, il fallait se mettre avec un homme musclé parce que l'homme musclé voulait dire l'homme fort et il allait pouvoir nous protéger et protéger notre famille et donc les femmes allaient avoir tendance à aller vers les hommes les plus musclés. Alors qu'aujourd'hui, les hommes qui sont pas musclés, ils plaisent aussi tout autant. Parce qu'on a réussi à dépasser ça, on a réussi à se dire ok, dans le monde actuel, j'ai plus besoin que mon homme il puisse protéger ma famille, me protéger moi parce que il y a la loi, il y a plein d'autres choses. En France, on est protégé en sécurité, plutôt en sécurité du moins en ce qui concerne tous ces problèmes-là, et on n'a plus cette recherche de l'homme musclé. Encore que, bon, moi, apparemment, je crois que j'ai des petits soucis d'insécurité, parce que pour m'être retrouvée avec mon copain actuel, défense de moi. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Donc, on peut dépasser cette chose-là, on peut arriver à dépasser ce problème de rivalité féminine due à tout simplement notre passé. Le problème, c'est que cette image de la femme qui doit être belle, il est posé tout autour de nous. Il fait partie de notre quotidien. Il est dans les publicités autour de nous. Il est dans les marques cosmétiques. Il est sur les réseaux sociaux. Il est dans le cinéma. Et donc, on en vient toujours au même problème. On regarde ces femmes-là tout autour de nous tout le temps. Et donc, on se compare à elles. Et ça, on le voit tout simplement sur les réseaux sociaux. Et en fait, si je fais aussi cette vidéo, c'est parce qu'il y a vraiment cette envie d'alerter un peu la jeunesse. Et je parle de la jeunesse, mais c'est pas tant que ça les plus jeunes, c'est aussi tout simplement les plus vieux d'entre nous. On va dire pour une fois que je suis une vieille. D'alerter sur les dangers des réseaux sociaux. Je vais pas faire la fille chiante qui va vous dire « Ah, les réseaux sociaux, c'est mal ». Bon, j'ai 20 ans,
j'adore aller sur les réseaux sociaux, c'est hyper addictif, il y a des raisons pour lesquelles c'est addictif, ce serait super intéressant d'ailleurs que les gens soient au courant de pourquoi les réseaux sociaux sont addictifs et pourquoi vous pouvez passer 3 heures de temps à scroller sur Instagram et ne pas vous rendre compte que vous êtes en train de perdre votre temps, mais à continuer à être dessus. Pourquoi vous vous réveillez le matin, la première chose que vous faites c'est prendre votre téléphone et aller sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'aller sur TikTok ça donne si envie quand on ouvre son téléphone. Tout ça, il y a des raisons derrière, mais bon, on va pas les développer ici. Par contre, si vous avez envie de vous renseigner là-dessus, c'est vraiment intéressant. Peu importe. Là, le sujet, c'est pas ça. C'est juste de dire qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, même si on commence à avoir des mouvements qui mettent en valeur le body positivisme et le fait que tous les corps devraient être présents, on a encore beaucoup de corps parfaits. Et tout cela, ça peut être démontré très facilement parce que tout simplement, la majorité, mais vraiment la grande majorité des photos sur Instagram sont retouchées. Elles sont photoshopées. Si vous voulez voir une vidéo à ce sujet, il y a la vidéo d'Aline Dessy qui est vraiment très bien faite à ce sujet-là, sur les photos photoshopées. Et franchement, c'est dingue. En fait, Instagram, c'est devenu une vitrine. Les gens ne montrent de toute manière que le bon côté, que quand ils sont heureux, que dans leurs meilleurs moments et sous leur meilleur angle, et en plus de ça avec des photos qui sont retouchées. Le problème, là, dans notre société actuelle, c'est que nous, on va aller se comparer à ces modèles-là qu'on va trouver sur Instagram. Donc une jeune fille de 16 ans, elle va aller sur les réseaux sociaux, je prends 16 ans parce que c'est l'âge de ma soeur, mais ça aurait pu être n'importe quel autre âge d'ailleurs, elle va aller sur Instagram, elle va aller voir les photos, et inconsciemment, dans sa tête, elle va se dire oh, mais pourquoi moi j'ai pas des fesses comme ça, oh, mais pourquoi moi j'ai pas un corps comme ça, oh, mais pourquoi ça j'ai pas les cheveux comme ça, et elle va se comparer, tout de suite se comparer, et surtout se trouver laide en comparaison. Et puis en fait, c'est terrible, mais elle va se construire une image d'elle qui va être bien inférieure à ce qu'elle aurait dû être, par comparaison avec des corps et avec des images qui sont fausses, qui sont purement fausses. Ce n'est pas la réalité, c'est une foutue photo d'Instagram. Ok, je vais vous raconter mon histoire. Quand j'étais au lycée, donc troisième seconde plutôt, moi aussi je me suis mise à voir Instagram forcément, et à regarder toutes ces fit girls sur Instagram, à me dire que je voulais être comme elles. Au début c'était génial. En quatrième, quand j'ai commencé vraiment, c'était trop bien. J'ai commencé à faire du coup plein de sports. Moi je suivais Sissi Mua, j'ai commencé à faire le bikini avec Sissi, enfin bon bref, des programmes sportifs, j'ai perdu du poids, j'étais super contente. En plus tout le monde me disait oh, Nina t'as perdu du poids, c'est dingue, t'as perdu du poids vraiment, oh là là mais ça te va trop bien, t'es beaucoup plus belle maintenant. En gros c'était ça l'idée. Bon, très bien, tout ça a continué, je suis tombée dans les troubles alimentaires, c'était compliqué et encore aujourd'hui c'est compliqué. Et en fait quand on rentre là-dedans, quand on rentre dans cette espèce de mécanisme, c'est très dur d'en sortir. Et surtout, en fait, on se rend compte en parlant avec d'autres gens, on a l'impression d'être très seul dans ce mécanisme. On a l'impression de devenir un peu fou. On a l'impression qu'on devient complètement barjot. Sauf qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ça. Les TCA, c'est quelque chose de très important. Les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire touchent beaucoup plus les femmes que les hommes. Pourquoi ? C'est hyper simple. Parce que ce sont les femmes qui sont le plus touchées par le problème de leur apparence physique. Parce que c'est les femmes qui doivent le plus correspondre à la norme. Parce que ce sont les femmes qui doivent être belles. Mais bon sang ! Les femmes, du coup, se retrouvent avec des troubles du comportement alimentaire qui font que ça les empêche d'aller au bout de ce qu'elles veulent faire. Que ça les empêche d'atteindre leurs rêves. Ça les empêche d'avancer dans la vie. C'est des choses qui sont des boulets à porter au quotidien parce que ce sont des foutus troubles alimentaires, parce qu'il faut que notre physique corresponde à une norme. Comment expliquer ça autrement ? On a réussi dans notre société aujourd'hui à faire sauter beaucoup de barrières en termes de réussite féminine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup poussé les femmes dans la science, par exemple, on continue à le faire beaucoup. On montre aux femmes qu'elles ont accès à d'autres métiers que des métiers de secrétaire, et c'est très bien. Voilà, des femmes médecins, il y en a de plus en plus. Il y a des métiers où c'est encore un peu compliqué, mais elles commencent de plus en plus à rentrer dans ces domaines-là. Elles rentrent dans les postes de cadre, on leur ouvre de plus en plus, effectivement, de postes à haute responsabilité, et c'est très bien parce qu'elles en ont les capacités. Là-dessus, j'ai rien à redire. Il faut bien sûr, évidemment, continuer cette lutte-là pour que les femmes aient accès, comme les hommes, à tout ce qui va être des belles carrières et des choses qui vont leur plaire et qui vont effectivement leur permettre d'atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Mais parfois, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des barrières intérieures aussi. Il n'y a pas que, mais pas dans le sens « je ne serais pas capable d'être médecin ».
pas celle-ci de barrière. Parce qu'on en parle de ces choses-là, on arrive déjà à débloquer, on fait un travail dessus. Une femme qui va vraiment vouloir être médecin, aujourd'hui on va lui prouver que c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être réalisable. Mais il y a d'autres barrières. Il y a les barrières tout simplement du fait que elle va se soucier d'autres choses, comme par exemple de son physique. Elle va s'en soucier tellement que parfois, mais c'est horrible, mais je vais raconter mon histoire, elle va s'en soucier tellement que ça va l'empêcher aussi de réaliser ses rêves-là et de pouvoir monter comme ça dans l'échelle sociale et dans les postes à haute responsabilité. Pourquoi? C'est très simple. Quand j'étais en prépa, je raconte encore ma vie. Quand j'étais en prépa, du coup, je venais de finir mon lycée, j'étais sortie, entre guillemets, des troubles du comportement alimentaire, et encore que, j'en suis toujours pas sortie aujourd'hui, mais l'idée étant que ma santé n'était pas en danger à ce moment-là. J'arrive en prépa, et là, la prépa, bon, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est 2 ans, donc après le lycée, après le bac, où on prépare les concours pour les écoles, soit de commerce, soit ingénieur, pour faire assez restrictif, où il y a aussi il y a aussi des écoles littéraires, mais je m'y connais nettement moins, donc je n'aborderai pas ce sujet-là. Mais bon, moi je rentre en prépa pour intégrer après une école d'ingénieur. Je rentre en prépa scientifique. Et là, à ce moment-là, vous devez donner un peu toute votre vie. La prépa, c'est pas facile, il faut beaucoup travailler, ça demande énormément d'implication et énormément de temps. Je suis une femme, mon physique compte énormément pour moi. Et me voir prendre du poids parce que je n'ai pas le temps de faire autant de sport que ce que je voudrais et parce que je travaille énormément et mon cerveau a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie, pour pouvoir réfléchir, c'est désastreux. C'est désastreux. Et j'étais pas la seule. J'en ai parlé à d'autres filles en prépa. J'en ai parlé par la suite en école d'ingénieur à d'autres filles qui sont passées aussi par la prépa. Et il n'y a pas que la prépa, je tiens à le dire à nouveau. Je prenais l'exemple du médecin. Quand on veut être médecin, on passe par PACES. PACES, c'est épuisant, c'est très compliqué aussi. Et là, à nouveau, une femme, elle s'occupe pas seulement de travailler pour avoir PACES, pour avoir sa prépa, pour avoir son diplôme d'ingénieur après. Elle travaille tout simplement aussi sur son esprit, son corps, et se dire tous les jours, ok, c'est pas grave si tu fais pas tout ça, c'est pas grave si tu prends un peu de poids, c'est pas grave, c'est pas grave. Réussir à essayer de s'obliger à y croire, parce qu'au final, elle n'y croit pas elle-même. Elle est obsédée par cette idée qu'il faut qu'elle soit belle, qu'il faut que physiquement elle l'attire, que c'est nécessaire. Je sais pas comment vous dire, c'est même pas quelque chose qu'elle conscientise, elle en est pas consciente, mais son physique a une énorme importance pour elle. Et ça l'empêche parfois d'accomplir des choses qu'elle pourrait accomplir dans sa vie. Si vous n'êtes pas encore convaincu, je vais vous donner un énième exemple. À combien vous estimez le chiffre d'affaires, enfin, disons les richesses, qui sont tout simplement générées par le marché de la minceur? Les femmes sont à tel point obsédées. Je dis les femmes, mais là, à nouveau, il va y avoir des hommes aussi qui vont rentrer dans ces cases-là. Bien sûr qu'il y a des hommes qui vont avoir envie de perdre du poids, qu'il y a des hommes qui veulent aussi être beaux, bien sûr, enfin, évidemment. Mais je vais parler des femmes parce que je le reprécise à nouveau, je m'y connais mieux en termes de femmes. Le marché de la minceur, il a très bien compris que c'était un point sensible. Il y a énormément de personnes qui souhaitent perdre du poids, alors qu'elles ont un poids qui est tout à fait raisonnable. Je ne parle pas des personnes obèses. Il y a des personnes obèses en France. Mais à contrario avec ce qu'on pourrait croire, les personnes obèses sont plus des hommes. On a 41% des hommes qui sont obèses en France, contre 25% des femmes. Ce sont les chiffres de 2018. Mais vous croyez qui utilise le plus les programmes minceurs? Ou alors encore les gaines amincissantes? Ou encore les tisanes amincissantes? Les cures détox? Non mais honnêtement, bien sûr qu'il y a quelques hommes qui vont utiliser ça. Mais franchement, les tisanes amincissantes, mais comme tous les autres objets à gogo pour maigrir, sont des femmes qui sont les plus grandes acheteuses. Pour vous donner un ordre d'idée, les produits minceurs, en France, c'est environ 114 € par seconde. 114 € par seconde. On investit aujourd'hui énormément dans le marché de la minceur. C'est plus de 3,5 milliards d'euros par an. C'est énorme. Il y a vraiment ce culte aujourd'hui de la minceur et on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit avec les mannequins Victoria's Secret, on le voit avec tellement de choses. Et oui, aujourd'hui c'est bien qu'on essaye de mettre en avant d'autres corps, mais on n'apprend pas aux femmes à aimer leurs autres corps.
On essaye de mettre en avant d'autres corps, mais ça suffit pas. Parce qu'on a trop longtemps expliqué que telle femme était belle. Et malheureusement, pour atteindre cette femme belle qu'elle voudrait être aussi, on est capable de mettre en danger notre propre santé. Il me semble que c'était au Sénégal, mais sur le nom du pays, je suis pas sûre. C'est une population qui est donc plus mate de peau, mais noire de peau. Et ces personnes-là, les femmes notamment, elles vont économiser, mettre tout leur argent et toute leur énergie pour réussir à s'éclaircir la peau. Elles vont utiliser des techniques qui sont très dangereuses, qui permettent d'éclaircir la peau. Ces techniques, non seulement elles sont extrêmement dangereuses pour la santé, vraiment dangereuses, en deuxième temps, elles ne marchent pas toujours, et en troisième temps, elles coûtent extrêmement cher. Pour autant, elles vont tout faire pour obtenir ces techniques, pour s'éclaircir la peau. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux et à quel point on fait ça encore aujourd'hui? Et de nouveau, ce sont les femmes qui font ça. Mais bon sang, mais... Quand est-ce qu'on nous apprendra à l'école à nous aimer tel qu'on est? Quand est-ce qu'il y aura des cours pour vous expliquer que vous suffisez à vous-même, que vous êtes belle, que vous êtes tel que vous êtes et vous devez vous en remercier? Quand est-ce qu'on arrêtera de faire le culte de la maigreur, le culte de la peau claire, le culte de la peau bronzée pour les occidentaux? Mais bon sang, je vous parle de tout ça, mais je mets la faute sur personne. Moi, et encore aujourd'hui, ça m'arrive de dire « Ah là là, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être blonde aux yeux bleus !» Alors oui, je suis loin d'être blonde aux yeux bleus. Hein. Ma mère est blonde aux yeux bleus et ma soeur est blonde aux yeux bleus. Et très très longtemps, mais très longtemps, j'ai pas compris pourquoi moi je pouvais pas être blonde aux yeux bleus. Si on me fait la remarque « Ah mais t'as pas pensé que t'étais adoptée ?» C'est bon, ça suffit, on a assez fait. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que si on était tous blonds aux yeux bleus, maigres, enfin minces on va dire, mais ça n'aurait aucun charme. Et Dieu merci, en plus, il y a des hommes qui aiment les blondes aux yeux bleus, il y a des hommes qui les aiment pas, et puis quand bien même, est-ce que vraiment on doit changer pour quelqu'un d'autre? Et si la personne avec qui vous êtes, elle vous aime pas tel que vous êtes, et elle voudrait que vous soyez autrement, mais alors trouvez quelqu'un d'autre. Hein. Parce que la personne qui vous aime vraiment, elle vous aimera pour ce que vous êtes, mais vous valez mieux que vous arrachez les cheveux pour rester beau pour la personne qui est censée vous aimer, alors qu'elle est même pas capable de vous aimer pour ce que vous devenez. Bon, je me suis un peu excitée, mais l'idée elle est assez simple. C'est que petite, on nous a pas assez dit que s'épanouir, c'était pas s'épanouir forcément dans sa beauté. C'est même pas que c'est pas forcément. C'est que tu peux t'épanouir dans ce que tu fais. Et que tu vas passer trop de temps à essayer d'être belle, là où tu pourrais passer tellement plus de temps à trouver ce qui vraiment te plaît, ce qui vraiment te passionne, ce que tu as envie de faire. On donne trop d'énergie dans le physique. On donne trop d'énergie à vouloir être belle. Ça suffit. Et le pire dans ça, vous savez ce que c'est qu'une femme, elle est belle quand elle est heureuse. Ce qui est beau, c'est pas ta couleur de cheveux, c'est pas ta couleur des yeux, c'est pas... je sais pas, c'est pas ton poids sur la balance, c'est pas ton muscle. Ce qui est beau, c'est ton sourire, c'est quand t'es heureux, c'est quand t'as les yeux qui pétillent. Et ça, tu pourras pas le trouver en faisant un régime minceur ou en buvant des thés amincissants. Ton sourire et tes yeux qui pétillent et ton envie de vivre, ça, ce qui est vraiment beau, tu le trouveras dans des projets qui te tiennent à cœur. Tu le trouveras dans tes passions, tu le trouveras dans tes relations, tu le trouveras dans la vie en fait. Il faut arrêter de chercher à physiquement correspondre à une norme. Déjà parce que la norme, elle change tous les jours. Elle change selon le pays, elle change selon les saisons, elle change selon les époques. Vous serez jamais parfaite. Par contre, vous pouvez vous épanouir pour vous. Arrêtez de passer un temps fou à vouloir être belle alors que une fois que vous serez belle, vous vous rendrez compte que c'était même pas ça que vous vouliez. Combien de personnes perdent du poids et au final, elles trouvent même pas leur bonheur dans cette perte de poids? Alors bien sûr, par contre, on est heureux de perdre du poids. Mais pourquoi est-ce qu'on est heureux? Est-ce que c'est vraiment pour le physique qu'il y a derrière? Ou est-ce que c'est pas plutôt parce que pour une fois, on accomplit quelque chose? On arrive à faire quelque chose, on arrive à accomplir ses objectifs. Mais rendez-vous compte que si c'était des objectifs sur des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, je sais pas moi, si vous, votre objectif c'est de monter votre boîte, vous pensez pas que atteindre ces objectifs-là,
vous rendrez encore plus heureuse que de réussir à perdre du poids sur la balance. Parce que réaliser ses rêves, ça c'est vraiment des objectifs. Bon, dernier message que j'aimerais faire passer, après tout ce fourre-tout là d'idées, votre famille déjà vous aimera toujours, quel que soit votre physique. Et la personne avec qui vous serez plus tard vous aimera, quel que soit votre physique. Sinon c'est que c'est pas la bonne personne. Vos amis vous aimeront, quel que soit votre physique. Vos vrais amis vous aimeront vraiment, quel que soit votre physique. Ça changera rien pour eux, votre physique. Croyez-moi. La seule personne qu'il faut réussir maintenant à convaincre, c'est vous-même. De vous aimer, quel que soit votre physique. C'est un peu bateau dit comme ça, mais c'est la partie la plus dure. Que les autres vous aimeront, quel que soit votre physique, ça va faire son chemin à un moment ou un autre. Parce que si vous vous aimez vous allez vous rendre compte que les autres peuvent vous aimer aussi. Mais donc le plus important, c'est de réussir à s'aimer soi, quel que soit le physique. Il n'y a pas de recette miracle, il faut le vouloir, et après il faut tout faire pour. Je vais dire un truc qui va paraître un peu stupide à premier abord, mais parfois juste se dire qu'on est beau et qu'on est belle, c'est ce qui va aider à faire le premier pas vers l'amour-propre. Donc apprenez à vous aimer, et aimez-vous en réalisant vos rêves. Et pas vos rêves de devenir mannequin. Enfin, si vous voulez devenir mannequin, devenez mannequin, c'est pas mon souci. Mais vos vrais rêves, pas les rêves que la société veut que vous ayez. Pas devenir influenceuse parce que c'est drôle de devenir influenceuse, c'est à la mode. Pas devenir entrepreneur parce qu'entrepreneur c'est à la mode. Pas devenir mannequin parce que c'est comme ça que t'as de la renommée. Pas de devenir actrice parce que oh, tout le monde me connaîtrait et je serais une star. Cherchez vos rêves à vous. Après, si vos rêves font partie de cela, c'est possible. Mais posez-vous vraiment ces questions-là. Qu'est-ce que je rêve vraiment de réaliser dans ma vie? Parce que plus tard, que vous mourriez gros ou maigre, ça changera pas grand-chose. Par contre, si vous mourrez en ayant réalisé vos rêves, ça changera quelque chose. Donc voilà, dernier message, c'est apprenez à vous aimer et apprenez plutôt en fait à déceler où sont vos rêves. C'est plutôt ça qu'on devrait vous apprendre. Au lieu de rêver à un physique, rêver à une vie, rêver à des objectifs, rêver à un aboutissement en fait, à des projets. Ça vous rendra vraiment heureux. J'espère que ça vous aura aidé. On devrait toutes apprendre à s'aimer tel qu'on est. Pour pouvoir avancer et faire d'autres choses qu'essayer de se trouver belle. Je vous fais de gros bisous. Ça va le faire. Vous êtes les meilleurs. Ciao!